D'un côté, on a un colosse des mers flambant neuf, littéralement conçu pour transporter des quantités inimaginables de marchandises. Et de l'autre, le port historique de Dakar, un carrefour stratégique en Afrique de l'Ouest qui n'a cessé de repousser ses propres limites. Alors bienvenue dans cette enquête documentaire. On va plonger au cœur d'une confrontation fascinante. Que se passe-t-il quand un titan de l'ingénierie navale rencontre une infrastructure portuaire aussi cruciale ? La question centrale, celle qui anime tout notre décryptage aujourd'hui, c'est celle-ci. Le plus grand porte-containers sous pavillon français peut-il, physiquement parlant, accoster au Sénégal ? L'industrie maritime va à une vitesse folle, les bateaux sont de plus en plus gigantesques. Mais les ports historiques, eux, peuvent-ils vraiment suivre le rythme ? On va éplucher les données techniques du tout dernier fleuron de l'armateur CMA-CGM et les mettre face aux capacités réelles du port autonome de Dakar. Préparez-vous, c'est une véritable investigation d'ingénierie qui commence. Pour bien saisir l'ampleur du défi, posons tout de suite un chiffre vertigineux, 24 212. C'est la capacité colossale de notre navire. C'est simple, on parle d'une ville flottante, un véritable mastodonte, taillé pour alimenter les chaînes logistiques mondiales à une échelle qui donne presque le vertige. Première partie, le Behemoth des mers. Et oui, avant de regarder du côté des eaux sénégalaises, il faut d'abord s'intéresser à la bête elle-même. Le CMA-CGM Notre-Dame est d'ailleurs propulsé au gaz naturel liquéfié, un grand pas pour la décarbonation. Mais revenons à notre chiffre de 24 212. Ce sont des EVP pour équivalent 20 pieds. Pour faire simple, c'est la boîte métallique standard qu'on croise tous les jours sur les camions ou les trains. Imaginez plus de 24 000 de ces conteneurs empilés sur une seule et même structure. C'est la promesse incroyable de ce navire, une logistique poussée à son paroxysme. Et l'échelle pure de cette machine, elle est ahurissante. 400 mètres de long, c'est littéralement 4 terrains de football mis bout à bout. 62 mètres de large, 75 de haut, ce n'est plus un simple bateau à ce stade. C'est un gratte-ciel couché sur l'eau, ultra connecté et bourré d'intelligence artificielle. C'est une merveille de technologie, c'est sûr. Mais une taille pareille, ça impose forcément d'énormes contraintes géographiques. C'est pourquoi actuellement le terrain de jeu de ce géant, c'est la French Asia Line, la fameuse FAL. C'est une route hyper stratégique entre l'Asie et l'Europe avec une rotation de 102 jours. Ses escales, Shanghai, Singapour, Le Havre, Rotterdam ou encore Tanger-Med. Autrement dit, on a là uniquement des méga hubs mondiaux, des installations taillées sur mesure pour des dimensions aussi extrêmes. Et ça nous amène directement à la suite de l'enquête. Deuxième partie, les capacités de Dakar. Voyons maintenant comment tout ça s'articule avec notre destination. Le port autonome de Dakar, c'est la pointe la plus avancée de la côte ouest africaine, un port en eau profonde formidablement protégé par l'île de Gorée. C'est le poumon économique de toute la sous-région, absolument vital pour des pays enclavés comme le Mali. Mais regardons les faits bruts. L'accès nautique. Pour entrer à Dakar, il faut passer par un chenal dragué. Profondeur à l'extérieur, moins 13,5 mètres. À l'intérieur, moins 13 mètres, sur une largeur de 250 mètres. Ajoutez à cela des marées qui varient de 0,20 à 1,90 mètres selon les moments. Ce sont des chiffres froids, objectifs, mais ce sont les lois absolues de la physique portuaire. Ce sont eux qui décident qui a le droit d'entrer et qui doit rester au large. Il y a un autre concept fondamental à connaître, le cercle d'évitage. C'est simplement la zone d'eau nécessaire pour qu'un navire fasse un demi-tour complet, souvent aidé par des remorqueurs, et reparte vers le large. Eh bien à Dakar, ce cercle mesure très exactement 500 mètres de diamètre. C'est un espace généreux pour la majeure partie du trafic mondial, mais face aux monstres des mers modernes, l'espace commence à devenir un vrai luxe. Et si notre porte-conteneurs géant devait accoster, il irait dans la zone nord, au terminal à conteneurs exploité par DP World. On parle de 24 hectares, environ 700 mètres de quai et des fondations qui descendent entre moins 12 et moins 13 mètres. C'est une installation très moderne, capable de traiter plus de 300 000 EVP par an. Mais la vraie question demeure, est-ce que c'est suffisant pour le CMA-CGM Notre-Dame ? Troisième partie, la confrontation technique. C'est là que l'analyse devient vraiment captivante. On va superposer les mensurations du navire et les limites strictes du port. Est-ce que l'équation spatiale tient la route dans la réalité ? Le vrai point de tension géométrique, le voici. Le navire fait 400 mètres de long. Le cercle d'évitage, 500 mètres. Mathématiquement parlant, 400 rentre dans 500. Oui, le navire peut physiquement tourner. Mais attention, manipuler une masse de métal de 400 mètres dans un bassin de 500, ça laisse seulement 50 minuscules mètres de marge à répartir entre l'avant et l'arrière. C'est une marge d'erreur infinitésimale. Ça exigerait une météo absolument parfaite et un pilotage au millimètre, ce qui rend la manœuvre extrêmement dangereuse. Et pour la phase d'amarrage, l'impact serait colossal. Le quai du terminal s'étend sur 700 mètres au total, répartis sur 3 postes. Si notre navire de 400 mètres s'y installe, il monopolise instantanément bien plus de la moitié du quai entier. Opérationnellement parlant, il faudrait bloquer au moins 2, voire les 3 postes disponibles. En gros, on paralyserait totalement le reste du trafic conteneurisé du port pour une seule et unique escale. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il manque une pièce cruciale au puzzle.
On a vu que la longueur passait de justesse, mais qu'en est-il de la profondeur ? Dakar offre moins 13 mètres au maximum. Or, curieusement, les documents officiels du navire ne précisent pas son tirant d'eau, c'est-à-dire sa partie immergée quand il est chargé. L'équation reste donc incomplète. Cela dit, il est de notoriété publique qu'un monstre de 24 000 EVP pleinement chargé demande souvent bien plus que 13 mètres pour naviguer en sécurité. Ça pose une barrière physique immédiate et stricte. Quatrième partie, le verdict final. En fusionnant toutes ces données maritimes et portuaires, le tableau logistique actuel devient d'une clarté absolue. La conclusion, elle est sans appel. Sur le papier, oui, un bateau de 400 mètres entre théoriquement dans un cercle de 500 mètres. Mais dans la vraie vie, au port de Dakar, ce serait d'une complexité folle. Les marges de manœuvre sont inexistantes, les quais seraient monopolisés, et surtout l'obstacle critique du tirant d'eau face à une limite de 13 mètres rendrait l'accueil d'un tel colosso hautement improbable dans des conditions d'exploitation standards. Et finalement, cela explique parfaitement la réalité des grandes routes maritimes d'aujourd'hui. Si on regarde à nouveau le trajet du navire, l'absence de Dakar est tout à fait logique. Le CMA CGM Notre-Dame privilégie des mégastructures comme Tanger-Med ou Le Havre. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été spécifiquement redimensionnées et draguées en profondeur pour avaler ces nouveaux BMOut propulsés au GNL. Désormais, c'est l'ingénierie navale qui dicte la géographie du commerce mondial. Au final, ce décryptage soulève une interrogation fondamentale. L'industrie file vers des navires ultra larges de 400 mètres, pensés pour l'efficacité énergétique et la massification. Face à cela, les infrastructures ouest-africaines, comme la plateforme ultra stratégique de Dakar, devront-elles lancer des travaux d'extension colossaux, ou bien le modèle global va-t-il basculer définitivement sur des flottes régionales alimentées par de lointains méga-hubs continentaux ? C'est une vraie réflexion sur l'avenir de l'économie mondiale et un dossier passionnant qu'on continuera d'explorer.